Parce qu'on choisit de se relever pour tendre la main à son tour, la vie prend un sens nouveau qu'on n'attendait pas. On s'engage pour soi et pour les autres. On devient militant. La maladie n'est plus un fardeau, mais une part de l'identité et une force qui permet d'aller de l'avant, voire même d'aller mieux qu'avant. Et on voudrait dire au monde qu'on est fier, parce qu'il est hors de question de vivre dans la honte. Vous écoutez le 2e épisode de Garçon, et voici l'histoire de Fred. Donc moi je m'appelle Fred, donc j'ai 37 ans et je suis séropositif au VIH depuis 2009 et donc j'avais envie de raconter un petit peu une partie de mon histoire, donc de 2009 à aujourd'hui en 2018, et raconter un petit peu comment je suis passé de la sérophobie à ce que j'appelle moi la sérofierté et expliquer un petit peu ce que ça veut dire tout ça. Donc tout a commencé en 2009. Donc le Fred de 2009, il a 28 ans, il sort d'une relation de 4 ans. Rupture un petit peu difficile, une période un petit peu fragile, une solitude à ce moment-là. On est à l'été 2009, son idole Michael Jackson vient de mourir, donc il a pas trop le moral, et en plus il a pas de mec, donc voilà, c'est pas cool. Donc qu'est-ce qu'il fait Fred? Il enchaîne des plans. Fred, il est plutôt bien informé sur la prévention, les moyens de se protéger du VIH, mais voilà, il se sent un petit peu seul et fragile, et du coup, il met pas tout le temps de capote, il demande pas à ses partenaires de mettre des préservatifs. On a constaté que souvent, les personnes qui se font infecter au VIH, ça arrive à des périodes de leur vie vulnérables, soit après une rupture amoureuse, soit au moment d'une dépression. Moi, je confirme cette statistique, c'est-à-dire que c'est arrivé pendant l'été 2009. Voilà. Après, je vais pas non plus passer pour une victime, parce que moi je pars du principe que le risque que je l'ai pris avec un partenaire, j'ai pas subi de violence sexuelle, c'était un acte consenti. Voilà, j'étais tout à fait conscient de ce que je faisais, j'étais pas sous l'emprise de drogue ou quoi. Donc à partir de là, j'en veux pas ni au partenaire ni à personne. Voilà, ce qui est arrivé est arrivé. J'avais l'habitude de faire des tests tous les 3 mois. Donc, parce que voilà, je prenais des risques, du coup j'avais quand même conscience qu'il fallait se faire dépister de façon régulière, plus que la moyenne. Donc on est en décembre 2009, juste avant les fêtes de fin d'année, et je viens de rencontrer un garçon en plus, donc qui me plaît bien, tout ça, donc comme d'habitude on fait le test, tout ça. Et puis comme je fais le test depuis des années, tous les 3 mois, et que il m'est jamais rien arrivé, ça arrive toujours aux autres, hein, donc forcément, voilà, je fais le test, et je m'attends pas du tout à un résultat positif en fait. Donc je vais chercher les résultats. À l'époque c'était dans un centre dans le Marais, je me rappelle. Médecin plutôt charmant, gentil, qui me dit asseyez-vous, le résultat n'est pas celui qu'on espérait. Donc là bon, je commence à me liquéfier, je commence à me refaire tout le film des 6 derniers mois et à me dire no way, c'est pas possible, pourquoi moi, etc. Donc effectivement le résultat est positif, et là c'est le choc en fait. On s'y attend pas du tout, il y a une stupeur, pourquoi moi? Et puis voilà, je rentre chez moi avec ce résultat, je viens de rencontrer un garçon, ça fait 1 semaine qu'on est ensemble, je me dis bon, de toute façon il va pas rester avec moi, ça sert à rien, donc je lui envoie un message pour lui dire que j'annule la soirée qu'on a prévue ensemble. Je vais me prendre un bain, et là je me regarde dans le miroir et j'ai l'impression que quelque chose a changé en fait. C'est très bizarre, je m'observe, et je me dis, voilà, il y a quelque chose qui a changé, alors que bon, rien n'a changé, et j'ai pas de signe de stigmate physique du VIH, heureusement, mais voilà, je me sens sale, en fait. Je me sens sale parce que j'ai cette vision du VIH, comme tout le monde, quand on connaît pas, voilà, le sida, la maladie, la mort, la souffrance, la stigmatisation, le rejet social. Et du coup, voilà, tout ça me renvoie à la gueule, Philadelphia, Tom Hanks en train de mourir, etc. Et c'est assez violent, en fait. La bonne chose, c'est que le mec en question a compris que le résultat était positif, puisque je lui avais dit quelques heures avant que
que j'allais chercher mes résultats. Et en fait, il me dit, il n'y a pas moyen que tu restes seul, tu viens, il vient me chercher, et on passe s'asseoir ensemble, ça se passe bien. Voilà, ça m'a beaucoup aidé en fait, le fait que ce garçon de l'époque reste avec moi. Bon, il se trouve que 3 mois après, on a rompu parce que ça s'est pas très bien passé entre nous, mais mine de rien, le fait d'avoir quelqu'un qui te soutient à ce moment-là, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, ça je peux pas l'enlever. Donc on arrive en 2010. 2010 pour moi, c'est l'année du coming out. Ce que j'appelle le coming out séropo. Voilà, parce que mon coming out gay, je l'ai fait quand j'avais 20 ans en 2001, qui s'est bien passé. Hein, voilà, j'ai pas subi d'homophobie particulière, j'ai eu de la chance. Coming out séropo, comme je dis souvent, quand on est gay, c'est un deuxième coming out qui est encore plus difficile en fait. Parce que voilà, t'as franchi cette barrière, tu t'es affirmé, et puis maintenant, il faut dire aux gens quelque chose d'encore plus intime et encore plus, je vais pas dire honteux, mais à l'époque c'était comme ça que je le ressentais moi, une forme d'échec en fait. Parce que comme tout petit PD parisien provincial, lapsus, qui est venu s'installer à Paris, voilà, j'avais envie de réussir, j'avais envie de montrer à ma famille et mes amis du Sud que tout se passait bien, etc., que j'avais trouvé un taf, un copain, et puis là, patatras, ma relation se termine, et puis je chope le VIH. Donc va expliquer ça à tes potes et ta famille du Sud, c'est un peu compliqué, j'avais l'impression un peu d'être dans le cliché du gay parisien qui a fait des nuits, les nuits fauves de Cyril Collard. Et voilà, du coup, le cliché, il faut l'expliquer, et puis là, tu tombes face avec des réactions très diverses, en fait. Donc, le coming out, j'ai eu 3 réactions différentes. Les amis, on va dire, proches, qui ont compris, et qui étaient plutôt dans une forme d'empathie, parfois un peu de pitié aussi, le pauvre, machin, et tout. Donc là, je me retrouvais dans le rôle à devoir rassurer les gens, mais ça va, je vais pas mourir, t'inquiète pas, on m'a dit qu'aujourd'hui on pouvait vivre avec, les traitements, tout ça. T'as ceux qui vont te faire la morale, ça part pas d'un mauvais sentiment, mais ils vont te dire oui, quand même, je comprends pas, toi t'es bien informé, tu le savais, comment ça a pu t'arriver, nanana. Alors ça, c'est vraiment, si vous avez un ami qui vous annonce qu'il est séropo, vraiment, c'est à proscrire, c'est la chose à ne pas faire, parce que la personne est déjà mal, là vous l'enfoncez encore plus. Donc voilà. Et puis après, t'as le drama. Donc le drama, c'est la personne qui va se mettre à pleurer. Quelqu'un de ma famille qui est en train de faire un gâteau et le plat lui est tombé des mains, il s'est explosé en 1000 morceaux. C'est comme dans un film ou une série américaine en fait. Voilà, le truc, c'est la pire réaction je pense qu'on peut attendre à ce moment-là. Et c'est hyper dur à gérer parce que tu te dis que toi déjà tu vas pas très bien, donc en plus tu te sens coupable que les gens se mettent dans des états comme ça. Et là encore une fois, il faut rassurer, il faut faire de la pédagogie. C'est un peu le monde à l'envers, mais bon voilà, c'est comme les coming out gays où les gens doivent rassurer leurs parents ou leur entourage en disant je vais bien, etc. Voilà. Donc l'année 2010, ça a été l'année du coming out, voilà, pour moi. Et ça a été aussi l'année où j'ai dû apprendre à gérer VIH et vie amoureuse et vie sexuelle en fait. Et ça n'a pas été facile parce que c'était une année où du coup j'avais une vie sexuelle assez intense. Alors est-ce que c'était parce que je me sentais seul et que du coup j'avais besoin de multiplier les partenaires? Bon, toujours est-il que voilà, il fallait quand même que... Enfin, je ressentais le besoin de le dire à mes partenaires et j'avais des réactions parfois violentes. Donc, c'est ce que j'appelle la sérophobie. Donc la sérophobie, c'est la peur ou le rejet des personnes vivant avec le VIH. Et la sérophobie, moi je l'ai vécue bizarrement plus dans ma propre communauté, la communauté gay, que ce qu'on appelle une sérophobie plus institutionnelle, par exemple venant des soignants ou quoi. Voilà, moi la sérophobie, je l'ai vécue quand sur les sites de drague, sur Grindr, les mecs me demandaient si j'étais clean, et que je répondais ça veut dire quoi clean, et ils me disaient séropo, et là je leur disais ouais je suis séropo en fait, et puis là la personne elle te bloquait en fait, il n'y avait plus de dialogue, donc ça c'est assez violent. Ou alors je me rappelle de ce mec que j'avais rencontré dans un sauna, tout ça, on batifole dans la piscine, ça se passe bien, bon feeling, il m'invite à venir chez lui, il habite en banlieue, donc on arrive chez lui à 23h, etc. Et puis là, on va pour passer à l'action, et puis la question fatidique, est-ce que t'es clean, encore une fois? Et là, je sais pas quoi faire, je me dis, est-ce que je mens, est-ce que je dis la vérité? À l'époque, j'étais pas sous traitement, je savais pas ce que c'était encore la trithérapie ou le TASP, on y viendra plus tard. Du coup, je me sens obligé quand même d'être honnête avec lui, et je lui dis, écoute, ouais, je suis séropo, et puis là, le mec, il se liquéfie, littéralement. Je pense qu'il est paralysé par la peur, et parce que ça lui renvoie, et du coup, il a un moment de recul qui est hyper violent pour moi, genre, il veut même plus m'embrasser, il veut plus me toucher, et puis là, il me dit, écoute, je vais te ramener à la gare, en fait, alors qu'à la base, je devais passer la nuit avec lui,
Et je lui dis, bah, tu sais, on n'est pas obligé de coucher ensemble, mais on peut dormir ensemble. Et il me dit, non, non, je préfère te raccompagner, en fait. Et donc là, à minuit, il me raccompagne à la gare. Et puis là, j'effondre en pleurs, en fait. Et je me dis, putain, mais c'est ça la vie que je vais avoir maintenant, c'est être traité comme un pestiféré, en fait. Donc ça, c'est assez difficile à supporter. Bon, c'est pas tout le temps comme ça, heureusement, il y en a aussi qui savent ce que c'est le VIH. Mais heureusement, tout le monde n'était pas comme ça, et il y avait aussi des mecs qui étaient bien informés sur le VIH, ou des séropos, etc. Donc c'était pas non plus tableau noir, quoi, mais ça a été compliqué la première année. La deuxième année, 2011, ça a été très compliqué aussi, parce qu'à l'époque, j'ai été mis sous traitement. À l'époque, on mettait pas les séropos sous traitement de façon systématique et automatique comme aujourd'hui. On attendait un petit peu, et là, effectivement, le premier traitement que j'ai eu, je l'ai très mal supporté. Sur le coup, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. J'étais triste tout le temps. J'arrêtais pas de pleurer. J'écoutais Mylène Farmer en continu. Bon, j'aime bien Mylène, mais là, tu vois, du soir au matin. Et je sais pas, j'étais en soirée avec des amis, je me mettais à pleurer, ou je rentrais chez moi, je sais pas, c'est très bizarre. Et puis, jusqu'à avoir les idées noires, hein, tentative de suicide et tout. Donc ça a été assez loin. Jusqu'à ce que je lise la notice du truc et que je vois en fait une des molécules de cette trithérapie peut provoquer des dépressions, des idées noires, envie de suicide, etc. Et là je me dis, ah ouais, mais en fait c'est exactement ça qui m'arrive, et en fait c'est pas moi, je suis pas comme ça d'habitude. Moi j'aime la vie, j'aime les gens, et je suis pas quelqu'un qui voit la vie en noir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous avec mon médecin en urgence. Et je lui dis, voilà, je voudrais changer de traitement. Et là, le médecin te dit, ah, vous êtes sûr, c'est pas vous? Et je dis, bah, écoutez, j'ai 30 ans, je me connais quand même, j'ai jamais été dépressif. Alors je veux bien avoir le contre-coup du VIH et tout, mais là, quand même, je me reconnais pas. Donc le médecin rechignait un peu pour me changer de traitement. Finalement, après avoir insisté, ce que je trouve un peu honteux, mais bon voilà, il a fini par me changer de traitement, et puis dans les semaines qui ont suivi, ça allait beaucoup mieux. Donc ça venait bien de ce traitement, et puis après, en parlant avec d'autres séropos, je me suis rendu compte que bah, en fait, plein de gens, plein de mecs avaient eu ce problème avec cette molécule. Et selon ce que tu prends, tu peux avoir des effets indésirables plus ou moins importants. Moi, je ne savais pas forcément à l'époque. C'est pour ça que c'est important, pour les garçons qui m'écoutent, si vous avez un traitement qui ne vous convient pas, si vous n'êtes pas bien, parlez-en à votre médecin, vous pouvez en changer. Voilà. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que j'ai des traitements qui marchent très bien, et je n'ai pas d'effets indésirables plus embêtants que ça, quoi. Donc voilà, 2011 aussi, ça a été une année un peu pourrie pour moi, à cause de ce traitement, en l'occurrence. Et du coup, j'avais du mal à faire des rencontres amoureuses. Mais il s'est passé quelque chose dans ma vie en 2011 d'important. J'ai décidé en fait de m'engager dans l'associatif. Voilà. Je connaissais l'association AID, bien sûr, comme tout le monde, et je me suis dit que j'avais envie de faire quelque chose avec eux. Donc je suis allé à une porte ouverte. Après, j'ai fait ce qu'on appelle la formation initiale. Mais au départ, je sais pas, j'ai pas trouvé ma place de suite. Peut-être parce que j'étais dans cette époque un petit peu noire et dépressif, quoi. Et donc j'ai fait une petite pause. En fait, en septembre 2011, un salarié de Aide m'appelle et me dit, Fred, on va faire une soirée Freddie Mercury dans le Marais. Je sais que t'aimes bien les paillettes et tout. Je pense que voilà, ça pourrait te plaire et ça nous ferait plaisir de te revoir. Du coup, bah, j'ai dit avec plaisir. Ça m'a permis aussi de faire un peu du lien social aussi, et de retrouver un peu l'assaut que j'avais abandonné depuis quelques mois. Et puis là, je sais pas, ce soir-là, il y a eu un déclic, l'ambiance, les militants, les gens. Je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire en fait, et j'ai envie de me sentir utile. Et je pense que voilà, ça va me donner un coup de pied au cul, ça va me permettre de transformer cette épreuve que tu vis là depuis 1 an et demi en quelque chose de positif, sans mauvais jeu de mots. Voilà, j'ai franchi les portes de Aide pour de bon là. J'ai commencé à faire des actions, voilà, de la prévention dans les bars, les saunas. Après, j'ai passé une formation pour faire ce qu'on appelle du dépistage, enfin le TROD, donc le dépistage rapide, quand on pique le bout du doigt et qu'on donne les résultats rapides en quelques minutes. Ça nous amène à 2012. 2012, pour moi, c'est ce que j'appelle l'année de l'acceptation, en fait. Alors, je sais pas si c'est le fait d'être chez Aide, sûrement que ça a joué, mais il y a eu un truc qui s'est passé. Cette année, je me suis complètement épanoui. Voilà, le VIH était plus un problème pour moi. C'était presque, j'allais pas dire un atout, mais je l'avais transformé en quelque chose de positif, parce que quand je parlais avec les gens que je dépistais, qui étaient flippés, je leur disais, ben regarde, moi ça va. En plus, je venais de rencontrer un garçon à l'époque qui s'appelle Georges, et qui était adorable. Et du coup, voilà, j'étais en couple, j'avais une nouvelle bande d'amis, plus mes amis d'avant. Et je sais pas, il y avait une bonne vibe, il y avait un bon truc autour de moi en 2012.
Et du coup, je disais aux gens, tu vois, moi je vis avec le VIH, j'ai un travail, j'ai un mec, j'ai des amis, ça se passe bien, et je me servais en fait de mon expérience pour déjà pour les déstresser parce qu'ils étaient stressés, et puis pour leur montrer une image différente en fait du VIH, parce que les gens, malheureusement, ils sont mal informés, surtout les jeunes d'ailleurs, mais pas que. Et du coup, quand tu les dépistais, ils te disaient, moi, si tu m'annonces un résultat positif, je vais me pendre, quoi, je vais me suicider. Et tu dis, mais c'est pas possible. Enfin, est-ce que tu sais ce que c'est la vie avec le VIH aujourd'hui? Enfin, on n'est plus en 1994, c'est plus Philadelphia. C'est voilà, il y a les trithérapies depuis 1996. On vit avec, en France, du moins, dans les pays, on va dire, occidentaux, c'est devenu une maladie chronique, c'est plus une maladie mortelle. À partir du moment où tu te fais dépister et traiter, voilà, c'est sûr que c'est pas la fête du slip, comme je dis, mais c'est pas la fin du monde non plus. Et du coup, il y a beaucoup de pédagogie à faire autour de ça, et c'est ce que je faisais en fait dans mes entretiens de prévention chez Aide. Et en fait, ça me faisait beaucoup de bien aussi, moi, de faire ça. Par la suite, en 2013, j'ai commencé à animer des groupes, ce qu'on appelle des groupes d'autosupport, en fait. Toujours chez Aide, pour les personnes vivant avec le VIH. Voilà, c'était des personnes assez isolées en général, qui n'avaient pas beaucoup d'amis, qui en parlaient pas. Voilà. Moi, j'ai découvert des gens qui étaient séropos depuis 20 ans et dont seul le médecin et l'infirmière étaient au courant. Je veux dire, ils n'avaient jamais parlé à leur famille, à leurs amis, à leurs amants. Il y en avait qui n'avaient plus de vie sexuelle aussi parce qu'ils avaient peur de transmettre le virus. Bon, t'avais beau leur expliquer ce que c'était le TASP. Oui, d'ailleurs, il faut que je vous explique ce que c'est le TASP parce que je ne vous ai pas expliqué. Le TASP, c'est un terme anglais qui veut dire Treatment as Prevention, donc traitement comme prévention. Et en fait, ça vient d'une étude suisse qui date de 2008, de Hirschel, qui à l'époque avait découvert, mais on le savait déjà plus ou moins, qu'une personne séropositive sous traitement, qui prend bien son traitement et qui a une charge virale indétectable, ne transmet pas le virus à ses partenaires. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose que moi, je ne savais pas quand j'ai découvert ma séropositivité, et que j'ai pas su non plus de suite, parce que le médecin m'en a pas parlé. Et je lui en ai voulu d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai changé de médecin depuis. Parce que il n'y a rien de pire, en fait, quand tu es séropo, d'avoir peur de transmettre le virus. Tu as l'impression, en fait, d'être une bombe humaine ou un virus ambulant. Et les gens te le renvoient, d'ailleurs, ça. Hein. Le terme clean, etc., ça vient de là. Moi, je ne savais pas, en fait, que à partir du moment où j'étais sous traitement et indétectable, je ne transmettrais plus le virus. Et je l'ai appris en venant chez Aide. Alors c'est bien, hein, c'est cool de l'avoir appris, mais j'aurais bien aimé que mon médecin m'en parle. Mon médecin, il m'en parlait pas, en fait. Les rendez-vous avec lui, ça durait 5 minutes, et il me demandait même pas comment était ma vie sexuelle, ou si je prenais des drogues ou quoi. Enfin, ça m'intéressait pas, c'était un peu à la chaîne, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage. Et aujourd'hui encore, il y a des médecins qui non seulement refusent d'en parler à leurs patients, mais qui même ont tendance parfois à remettre en cause cette notion qui pourtant a été validée par maintes études, notamment de l'étude Partner, où il y a eu des milliers de couples qui ont été, on va dire, dans cette étude, et il n'y a eu aucune contamination. Donc c'était ce qu'on appelle des couples sérodifférents. Donc un partenaire ou une partenaire séropo, l'autre séronègue, des rapports sans capote, et voilà, aucune contamination. Et c'est comme ça aussi que une femme séropositive peut avoir des enfants de façon naturelle sans transmettre le virus à son enfant, au fœtus. Et donc voilà. Et moi, le TASP, je l'ai découvert donc en 2012 en venant chez Aide. Et ça m'a vachement. Je pense que ça a contribué aussi dans mon bien-être cette année-là, parce que voilà, savoir que j'avais le virus, mais que quelque part il était endormi. Il était endormi dans mes cellules, et que finalement j'allais cohabiter avec lui, mais que voilà, enfin, il fallait que je prenne mon traitement bien, et puis il n'y avait pas de raison pour que la charge virale remonte. Et c'est important aussi en termes d'observance. L'observance, c'est le fait de bien prendre son traitement. Parce que quand on sait qu'en fait, ton traitement, il te permet de rester en bonne santé, notamment par rapport aux défenses immunitaires, mais il te permet aussi d'avoir une charge virale indétectable, et donc de ne pas transmettre le virus, psychologiquement, c'est hyper important en fait. Et ça te donne envie de bien le prendre, le traitement. Alors que quand tu prends un traitement, mais tu sais pas trop à quoi ça sert, et bon... Finalement, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup que je le prenne bien? Bon, je vais le prendre un jour sur 2, un jour sur 3. C'est ce qu'on appelle les échecs thérapeutiques, et ça arrive. Hein. Ça, encore une fois, c'est l'éducation thérapeutique, c'est aussi expliquer aux patients, et c'est le rôle des soignants, hein, que bien prendre son traitement, ça va te permettre aussi de ne pas transmettre. Et ça, encore une fois, pour moi, c'est hyper important. C'est une notion que j'arrête pas de répéter aux gens.
Et pourtant, je me rappelle, pour revenir à ces groupes de parole, de séropositifs qui n'arrivaient pas à l'entendre, en fait, ça. Parce qu'ils étaient séropos depuis 20 ans, on leur avait toujours dit que c'était des bombes humaines et qu'il fallait pas baiser sans capote, même entre séropos, parce que tu comprends, il y a la surcontamination. Alors ça aussi, la surcontamination, ça n'a jamais été prouvé, c'est une espèce de légende urbaine que certains médecins ont fait passer pour faire peur, en fait, aux séropos, pour leur dire, c'est pas bien de coucher sans capote, même entre vous, quoi. Et moi, je trouve ça un peu dégueulasse parce que ça a instauré une forme de culpabilité chez des gens qui, du coup, n'avaient plus de sexualité. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, hein, il y a des gens qui séropos depuis 25 ans qui n'arrivent plus à avoir sexualité. Et t'as beau leur expliquer le TASP, la PrEP ou quoi, non, ils n'y arrivent pas. Ils ont un blocage. Ils ont trop peur de contaminer parce qu'ils ont vécu les années SIDA. Et ça, je peux l'entendre aussi. Hein. Quand t'as perdu ton mec, ton mari ou tes meilleurs potes dans les années 80-90, c'est compliqué après d'imaginer une vie sexuelle avec ou sans capote d'ailleurs. C'est pas la question. Et donc du coup voilà, ça nous emmène à fin 2013, donc je suis toujours chez Aide, voilà, je vais à mes petites soirées, et puis là je rencontre un garçon, à Aide Paris 8, donc il y a une soirée qui s'appelait Mêle-toi de ton cul à l'époque, et pour les personnes qu'on appelle HSH, donc les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, ce qui inclut les gays, les bis, les hétérocurieux, et du coup, voilà, donc je vais à cette soirée que je connaissais pas, c'était la première. C'était vachement sympa, bonne ambiance. Et puis après la soirée, on va tous dîner ensemble. On va se faire un jap à côté du local. Et donc je fais la connaissance de ce Cédric qui m'intrigue. Et ce Cédric, on va commencer à se dragouiller vite fait. On s'ajoute sur Facebook, Instagram, on se like des photos. Et puis on va boire un verre. Et puis voilà en fait. Donc on est sortis ensemble. Le 1er janvier 2014, et aujourd'hui on est toujours ensemble, voilà, ça va faire bientôt 4 ans et demi, 5 ans, et voilà, et Cédric, ça fait partie de ces belles rencontres chez Ed, lui et puis mes potes aussi, parce que je me suis fait une bande d'amis vraiment proches, que je considère presque comme la famille, hein. Comme on dit, il y a les liens du sang, puis les liens du cœur, et voilà, et moi c'est ce que je dis souvent aux gens qui sont un petit peu isolé à Paris, surtout quand on est gay, et pas que séropos d'ailleurs, hein, gay en général. Il y a un tissu associatif à Paris qui est vraiment riche. Et moi, je dis souvent aux gens, voilà, sortez un peu des réseaux sociaux, de Grindr, ou voilà, allez dans les assos. Il y a plein d'assos en fait, hein, que ce soit des assos, on va dire médicales, comme aide, santé, on va dire, ou plus militantes, ou même juste convivialité. Ou sportive, voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, et c'est hyper important parce que tu fais du lien social, tu rencontres des gens qui ont les mêmes valeurs. Et voilà, moi ça m'a beaucoup aidé en fait. Ed, c'est devenu un petit peu ma seconde famille à Paris. Et voilà, j'ai fait ces belles rencontres. Mon mec, mes potes, qui sont toujours là aujourd'hui. Et voilà, donc 2014, ça a été 2014-2015, ça a été des belles années encore, où j'étais très très investi chez Ed. Voilà, j'ai pris de l'assurance, j'ai pris de la confiance en moi, j'ai fait des formations, ce qu'on appelle le counseling, j'ai commencé aussi à m'intéresser à ce qu'on appelle la PrEP. Donc la PrEP, c'est le traitement préventif pour le VIH. Faut savoir que la PrEP, à la base, moi quand j'en ai entendu parler en 2012, j'ai pas compris, et j'étais contre, en fait. Comme beaucoup de gens, en fait, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, on va prendre des médocs pour ne pas choper le VIH, c'est n'importe quoi. Et voilà, j'avais des a priori, j'avais des représentations. Et puis en fait, à force d'en parler, à force d'y réfléchir, je me suis dit, mais en fait, ce truc, c'est révolutionnaire parce que c'est un vaccin. La PrEP, c'est un vaccin contre le VIH, mais c'est un vaccin, en fait, préventif et chimique que tu prends avant de prendre un risque. Et en fait, quand j'ai bien réfléchi au truc, je me suis dit, mais ce truc qui fait un succès énorme aux États-Unis, à San Francisco, entre la PrEP et le TASP, il n'y a pratiquement plus aucune contamination, par exemple. Ce truc, il faut absolument que ça arrive en France. Donc j'ai commencé aussi à soutenir ça. Il y avait un essai qui s'appelait Hypergay à l'époque, donc je suivais ça de près, mais la PrEP n'était pas encore autorisée en France. Elle a été autorisée à partir de janvier 2016. Mais moi, j'étais à fond pour ce truc, et puis je me rappelle que il y avait des réactions, il y en a toujours d'ailleurs, il y avait des réactions anti-PrEP parfois assez violentes, de gens qui se disaient oui mais la PrEP c'est la fête du slip, etc. Ça va engendrer une hausse des IST. Alors les IST, elles ont augmenté depuis 10 ans à peu près, donc c'était avant l'arrivée de la PrEP. Elles ont augmenté, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les gens se protègent moins, voilà, c'est un fait, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on aime ou pas, voilà, c'est une réalité. Donc il y a deux possibilités.
soit les mecs qui mettent pas capote, tu les reçois en leur disant c'est pas bien ce que tu fais, hein. Il faut mettre des capotes, hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le discours moralisateur, et ça marche pas. Ça marche pas parce que, on le sait, hein, ça fait 30 ans que ce discours existe et les contaminations continuent. Et dans la communauté gay, elles ont même tendance à augmenter. Donc voilà, donc soit tu es dans la morale et ça fonctionne pas, soit tu essaies de trouver une alternative, hein. C'est ce qu'on appelle la prévention diversifiée, en leur disant, bah écoute, ok, la capote, tu n'y arrives pas, alors explique-moi pourquoi. Le mec, il va te dire, bah parce que moi, ça me fait débander, ou parce que moi, je suis travailleur ou travailleuse du sexe et que mes clients, ils ne veulent pas, ou parce que moi, je prends des drogues et en fait, je suis tellement défoncé que j'oublie de mettre une capote. Voilà, chacun a sa raison, et on n'a pas à juger ça, en fait. Donc, à partir de là, il faut essayer de trouver des alternatives avec la personne, leur donner les clés, en fait. Et voilà, donc il y a le TASP, il y a la capote, et il y a la PrEP. Et du coup, moi, quand la PrEP a été autorisée en 2016, j'ai eu envie de devenir accompagnateur PrEP. Ça me plaisait beaucoup. Accompagnateur communautaire, c'est-à-dire aller dans les hôpitaux, et puis après le rendez-vous médecin, recevoir la personne dans un petit box avec mes dépliants, etc. Et puis débriefer avec elle, essayer de voir avec la personne si elle a pu aborder toutes les questions qu'elle voulait, parce que parfois avec le médecin, on n'ose pas dire qu'on prend des drogues, ou qu'on fait le travail du sexe, ou qu'on a des pratiques SM, qu'on se fait fister, que voilà, je sais pas. Et du coup, l'idée de l'accompagnement communautaire, c'était d'avoir un complément. En fait, c'était pas pour remplacer le médecin, parce qu'on n'est pas médecin, mais simplement avoir une approche communautaire, voilà, d'une personne comme toi, en fait. Moi, en l'occurrence, en plus, je suis séropo, donc je pense que ça a apporté quelque chose. Et du coup, les mecs, ou les filles, ou les trans, parce qu'il y avait tout, il y avait surtout des gays, mais il y avait quelques trans, quelques filles. Et moi, j'ai adoré cette expérience, en fait. C'était à l'hôpital Bichat, à l'époque, parce que je me retrouvais à parler de santé sexuelle avec des mecs qui avaient des parcours hyper différents. Ça allait du gamin de 20 ans qui fait des partous au mec de 50 ans qui en fait a vécu des années sida et qui te dit bah moi j'ai perdu mon mec dans les années 90 et puis bah du coup ça m'a traumatisé et puis bah la capote bah, j'arrivais pas à bander donc en fait moi j'étais plutôt actif à la base mais je suis devenu passif, etc. Et puis là bah figure-toi qu'avec la PrEP bah je suis redevenu actif et je prends du plaisir, je prends mon pied et ça me fait du bien. Et en fait ça fait plaisir à entendre ce genre de discours parce que la PrEP c'est pas qu'un moyen de prévention, c'est aussi, enfin moi je pense, un outil de libération sexuelle. Un outil de libération sexuelle, ouais, c'est peut-être pas politiquement correct ce que je veux dire, mais la capote, il y a des gens qui en ont marre, voilà, ça fait 30 ans qu'ils mettent la capote, ils arrivent plus, et voilà, qu'on trouve ça bien ou pas, c'est une réalité. Et ces mecs, ils rentrent dans un parcours de santé avec la PrEP, parce que la PrEP, c'est pas juste prendre un cachet, c'est faire des dépistages complets tous les 3 mois, VIH, IST, bilan complet, se faire traiter, prévenir ses partenaires, rentrer dans une espèce de, voilà, dans un parcours de santé sexuelle global, qui est plutôt sain, je trouve, moi. Et c'est des gens plutôt responsables, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et contrairement aux représentations qu'on peut avoir sur les PrEP, que voilà, c'est des putes à jus ou c'est des grosses salopes, bah peut-être, mais en tous les cas, ils sont traités, ils se font dépister et ils sont dans un parcours de soins. Et c'est pas le cas de tous les séronégatifs qui mettent la capote et qui se font dépister une fois tous les 2 ans et qui de toute façon sucent. Je suis un peu vulgaire, mais voilà. Aujourd'hui, qui suce avec capote, moi je connais pas grand monde. Et les IST, les gonos, les chlamys, les syphilis à la gorge, ça se chope facilement. Donc voilà. Ça, c'était mon petit discours pro-PrEP militant. Mais pour en revenir à moi, voilà, 2016, ça a été cette année où je me suis un petit peu affirmé. Et j'ai voulu franchir un pas supplémentaire, en fait, dans mon affirmation, dans ma libération par rapport au VIH. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, mon coming out séropo, je l'avais fait auprès de ma famille, enfin le peu de famille que j'ai, puisque mes parents sont morts, en fait, quand j'étais plus jeune. J'ai juste un grand frère qui habite dans le sud, que j'aime beaucoup, mais avec qui on n'est pas très proche, et on ne parle pas du VIH ensemble, même s'il est au courant, c'est un sujet un petit peu tabou. Donc voilà, du coup, bon, ma famille était au courant, mes amis étaient au courant, et du coup, j'avais envie de faire un coming out un peu plus global sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup réfléchi avant de le faire, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai réfléchi pendant des mois, même peut-être pendant plus d'1 an, parce qu'à la base, je voulais le faire en octobre 2015. Parce que Ed avait mis en place une journée de la disance. Donc la disance, c'est le fait de dire qu'on est séropo,
Voilà, le dire publiquement ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut le faire de façon anonyme, mais voilà, ça peut être libérateur. Et donc en fait, j'avais préparé un texte en octobre 2015, mais je l'ai pas publié parce que j'étais pas encore prêt. Aussi parce que j'avais des neveux qui me suivaient sur les réseaux sociaux, je savais pas trop comment faire, etc. Bon, un an plus tard, non, c'est même pas un an plus tard, c'est avril 2016. Je sais pas, ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, allez, il faut que je me lance. Bon, j'ai quand même prévenu mon frère, et voilà, et j'ai envoyé un petit message à mon neveu qui à l'époque avait 14 ans. Voilà, pour lui expliquer, je pense qu'il a pas très bien compris, et je pense que ça l'a pas trop plus intéressé que ça, du moment que je lui ai dit que j'allais bien, voilà. Et du coup, j'ai publié un long texte sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, et ça m'a fait un bien fou. Alors sur le coup, je t'avoue que quand j'ai cliqué sur poster, j'ai eu un moment de flip. En gros, parce qu'à l'époque, en plus, je travaillais encore dans une boîte au siège d'une entreprise d'immobilier, logement social. Et je me suis dit, ça va tellement vite, les réseaux sociaux, voilà, ça m'appartient plus. Facebook encore, bon, c'est un cercle restreint, mais Twitter, voilà, une fois que c'est sur Twitter, ça t'appartient plus. Mais en fait, ça a été pour moi une vraie libération, ce texte. Et, j'aimerais bien vous lire quelques phrases de ce texte. Parler de soi n'est jamais un exercice facile. Quelle est la limite entre la pudeur et le grand déballage? Qui va me lire? Qui va partager cette publication? Mes amis sont tous au fait de mon statut sérologique, ainsi que ma famille proche, mais certains cousins, cousines vont peut-être l'apprendre, la famille de mon conjoint, ou encore des collègues de bureau. Peu importe, car on est en 2016, et parler de son statut sérologique ne devrait plus être un tabou ou une honte. Oui, je suis séropositif au VIH depuis 2009, et oui, je vais bien. En 7 ans de vie commune, j'ai appris à cohabiter paisiblement avec ce virus. Il est là, enfoui quelque part dans mes cellules. Je le contrôle, je le domine, je le tiens endormi grâce à mes pilules magiques. Chaque jour, je prends mon médicament. Les effets indésirables se font sentir parfois dans mon ventre, mais rien d'insurmontable, et je suis sûr que si j'avais une meilleure alimentation et une activité physique régulière, je ne sentirais aucun effet du traitement. Ma trithérapie est très efficace. Ma charge virale, c'est-à-dire le taux de virus dans le sang, est indétectable, ce qui veut dire que je ne suis plus contaminant. Mes défenses immunitaires sont bonnes. À vrai dire, je n'ai jamais été aussi en bonne santé depuis que je suis séropo. J'ai un généraliste en ville, un spécialiste à l'hôpital et des check-ups réguliers au centre de santé sexuelle 190. Je travaille, je danse, je bouffe, je bois, je baise, bref, je vis. La médecine dit que mon espérance de vie est semblable à celle d'un séronégatif. À vrai dire, je crains plus le cancer, qui a emporté une partie de ma famille, que le VIH, qui, si tout va bien, n'ira jamais jusqu'au stade SIDA. Alors oui, il y a un avant et un après VIH. Mais en ce qui me concerne, je préfère l'après. Attention, je dis pas que c'est la fête du slip d'avoir le VIH. Je dis juste que chez moi, cette annonce a eu pour effet d'avoir envie de prendre soin de moi. Je me suis aussi découvert une fibre de militant. Volontaire chiite depuis 5 ans, j'ai fait de très belles rencontres, construit de belles amitiés et connu l'homme qui partage ma vie depuis presque 3 ans. Voilà, tout ça pour dire que je n'ai pas honte de ce que je suis. Je suis même plutôt fier de mon parcours. Je me dis que ce texte sera sûrement lu par des séropos qui n'ont pas la chance de le vivre aussi bien que moi, qui restent dans le silence, voire la honte. J'ai envie de leur dire qu'ils ne sont pas seuls. It gets better, comme on dit. Voilà, et ce texte, en fait, que j'ai accompagné d'un hashtag qui s'appelait Sérofierté, et que j'utilise toujours aujourd'hui, il m'a fait du bien, et je pense qu'il a fait du bien à pas mal de monde, parce que suite à ça, j'ai reçu beaucoup de messages privés, de tweetos surtout, certains qui me suivaient, d'autres qui me suivaient pas, qui m'avaient découvert avec ce texte qui a été beaucoup partagé, et qui me disaient, ça me fait du bien, parce que moi je suis séropo, et je peux en parler à personne. Je me rappelle de cette fille d'origine maghrébine qui habite dans une petite ville, un petit village en plus, en province, et qui me disait, moi, personne n'est au courant, ma famille m'a rejeté, j'ai pas d'amis, il y a que mon médecin, et en fait, ça me fait du bien de lire ça, et je voudrais bien venir vivre à Paris, et si je viens à Paris, j'aimerais bien qu'on aille boire un verre ensemble. Et ce genre de témoignage, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Ça m'a aussi fait prendre conscience que j'étais quelqu'un de privilégié, parce que je vis à Paris, parce que je suis dans un milieu gay, parisien, militant, entouré de gens bienveillants, avec des soignants que j'ai choisis, c'est-à-dire que ce soit mon médecin, mon centre de santé sexuelle où je fais mes check-ups, ou même mon dentiste, c'est tous des gens militants, gay-friendly, séro-friendly. Voilà, je me suis fait un réseau autour de moi, une espèce de bulle de bienveillance,
et qui me permet de vivre bien le VIH. Et je me rends compte que c'est pas le cas de partout. C'est même parfois très compliqué en province, où il y a des déserts médicaux, où il y a de l'intolérance, du jugement, de l'homophobie, de la sérophobie. On le sait, hein, il y a eu des enquêtes. Ed, par exemple, a fait une enquête par rapport aux dentistes. Je crois que c'était un dentiste sur 2 ou sur 3 qui refusait de façon plus ou moins cachée les soins dentaires aux personnes vivant avec le VIH. Voilà, c'est une réalité. Et c'est de la sérophobie pure, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont ignorants et qui vont te dire bah oui, mais il faut que je stérilise ou il faut que je mette 2 paires de gants. Bah non, en fait, parce que le mec ou la fille avant que tu as soigné, tu sais pas si elle est séropo aussi. Moi, je te le dis, mais peut-être qu'elle le sait pas elle-même, tu vois. Et du coup, pourquoi tu prendrais plus de précautions avec moi qu'avec le patient d'avant? Tu vois, je comprends pas. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc voilà, ce témoignage m'a fait beaucoup de bien, m'a vraiment libéré. À partir de là, ça m'appartenait plus, et j'ai eu des réactions vraiment touchantes. Par exemple, je sais que le frère et la belle-sœur de mon mec, qui habite à Paris, euh, ont demandé quelques jours après à ce qu'on aille boire un verre ensemble, ou manger, je sais plus, ensemble. Et c'est très touchant parce qu'il voilà, il me posait des questions, il me disait oui, on a lu ton témoignage et tout, on aurait des questions pour toi. Et du coup, c'était hyper cool parce que tu fais de la pédagogie et voilà, et c'est pas de la curiosité malsaine, c'est des gens en fait que tu éduques dans le bon sens du terme. Hein. C'est pas je dis pas ça de façon condescendante, mais la prévention, c'est aussi l'éducation et apprendre aux gens ce que c'est la vie avec le VIH, parce que les gens ne savent pas. Les gens voient ce qu'ils voient à la télé, dans les reportages, le site d'action, Philadelphia, ou des films souvent avec beaucoup de pathos, beaucoup de souffrance, beaucoup de morts. Mais des séropos heureux, on n'en voit pas beaucoup en fait. Enfin, moi personnellement, j'en vois pas. Dans les médias ou quoi, j'en vois pas. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie de commencer à faire des témoignages aussi à la télévision. Bon, le service com de Aide a vu que j'étais plutôt à l'aise avec le sujet, et du coup, ils se sont dit, lui, c'est un bon candidat. Et donc, on a commencé à m'appeler pour des interviews, notamment LCI ou TF1. Et là, c'était encore une étape supplémentaire parce que là, bon, c'était plus du texte, j'étais filmé, on me voyait à la télé. C'était encore une exposition encore plus importante. Mais voilà, j'étais prêt à le faire. C'était pas si engageant que ça pour moi parce qu'après tout, voilà, tout le monde le savait maintenant. En plus, je venais de quitter mon travail et j'étais dans une reconversion professionnelle plutôt vers le monde associatif ou le monde de la santé. À cette époque-là, je suis rentré dans l'équipe du centre le 190. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre de santé sexuelle qui à la base était plutôt destiné aux personnes séropos, qui aujourd'hui est destiné à tous, mais on va dire c'est très LGBT gay friendly, et pour les séropos et les prépeurs, il y a un gros suivi là-bas. Et je voulais tirer mon chapeau d'ailleurs à cette équipe parce que ce qu'ils font, c'est assez hallucinant. J'ai bossé pendant 15 mois au 190 et c'est des gens qui sont vraiment dédiés à ce qu'ils font. Et c'est juste incroyable, quoi. Le suivi VIH, PrEP là-bas, les annonces. Si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui vient d'apprendre qu'il est séropo, envoyez-le au 190. Franchement, c'est juste de place to be, quoi. Voilà, c'est des médecins gay friendly, séro friendly, qui savent de quoi ils parlent, qui ont un discours hyper rodé, qui sont pas jugeants. Voilà, je pense qu'ils ont tous les gros queutards de Paris, ils ont tous les gays partouzeurs de Paris, ils ont les travailleurs du sexe, les travailleuses du sexe. Et ils font ça admirablement bien. Moi, je les kiffe, les 190. Et du coup, ça a été une expérience supplémentaire qui m'a conforté dans l'idée que j'avais envie d'aller vers le communautaire, parce que ça me parle en fait, le communautaire, et c'est pas un gros mot, le communautaire. La santé communautaire, c'est pas un gros mot. Faire des centres de santé communautaire, c'est bien, parce qu'en fait, quand t'es PD ou je sais pas, ou trans, et que t'arrives dans une salle d'attente où il y a des affiches avec des PD et des trans, bah ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Et pareil pour les migrants, les centres communautaires migrants, ça me choque pas non plus, moi en fait. Le communautaire, ça peut avoir du bon aussi. Et du coup, ça nous emmène à aujourd'hui, 2018, où j'en suis en 2018. Pour moi, c'est l'année de la séro-fierté. Parce que je suis arrivé à un stade du VIH et de ma vie avec le VIH où, pour moi, le contraire de la honte, c'est la fierté. C'est pour ça que cette année à la Pride, j'ai décidé de marcher avec un t-shirt, avec un t-shirt pupute déjà, hyper court. Mais ça, c'était aussi pour faire un fuck
à tous ces gays qui voudraient que la Pride, en fait, alors je dis la marche des fiertés, moi, parce que je trouve que c'est plus inclusif, la marche des fiertés LGBT que la Gay Pride, parce qu'il n'y a pas que des gays, il faut penser aussi aux lesbiennes, aux gays, aux bi, aux trans, aux queers. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, il y a cette notion, il y a ces gays qui voudraient que la marche des fiertés, ce soit quelque chose de propre. Voilà, c'est propre, c'est quelque chose d'aseptisé. Il faut surtout pas choquer, m'aimer, parce que tu comprends, voilà. Les gays avec une pub dans le cul, les gays qui s'habillent comme des salopes, les folasses, les mecs qui viennent en pup, en chien, tout ça, ça donne une mauvaise image avec des gros guillemets. Et ça, c'est quelque chose que je combats et qui m'insupporte depuis des années. Parce que c'est quoi, en fait, la bonne image ou la mauvaise image? C'est quoi le mouvement queer, le mouvement Pride? Le mouvement Pride, il a été créé en 69 par une trans noire, voilà, et par des queens, et par des folles, en fait, qui se sont rebellées contre la violence policière, contre l'homophobie institutionnelle. Et puis voilà, les premières marches des fiertés en France, je crois que c'était en 77, il y avait que des folasses et des gouines, hein, et des gouines cabuleuses. Et je veux dire, ça a été les premières à marcher dans la rue, à s'affirmer. Et aujourd'hui, on les rejette parce qu'on est dans une espèce d'aseptisation, de normalisation, j'aime pas trop ce terme, mais du gay mainstream. Il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit musclé, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit performant. C'est la société Macron, hein, c'est la société où on est dans la compétition, on est dans le paraître. Et moi, je me reconnais pas dans ce truc, en fait. Moi, je me sens plus à l'aise avec les folles, avec les putes, avec les bears, avec les mecs qui s'habillent en cuir ou qui sont SM. C'est des gens beaucoup plus ouverts d'esprit que les dindes, là, qu'on voit, qui sont aseptisés et qui vont rejeter sur les applis de rencontres, qui vont te dire, moi, je veux pas de vieux, je veux pas de folles, je veux pas de gros. Je veux pas de séropos, je veux pas d'asiates, je veux pas de ci, je veux pas de ça. Ils sont dans le rejet de l'autre. Plutôt que d'accepter les différences, ils sont dans le rejet. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans notre communauté. C'est très violent. Et pour moi, c'est ce qui aussi provoque ce qu'on appelle le phénomène du chemsex, c'est-à-dire les mecs qui prennent beaucoup de drogue pour être dans la performance, parce que pour moi, cette société de la performance, du culte, du parfait, etc., le mec TTBM, musclé, etc., forcément, ça induit aussi une mauvaise estime de soi ou une solitude pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans ça. Et je peux comprendre qu'on puisse tomber aussi dans le chemsex. Bon, c'est un autre sujet, mais voilà, c'est quelque chose que je voulais aborder. Et tout ça pour dire que cette année, à la Pride, j'avais envie d'avoir un look un peu alternatif. Donc je me suis acheté un petit short hyper court, pupute, comme je dis, et j'ai mis un haut avec des messages forts. Donc sur l'avant de mon t-shirt, c'était marqué Séropos et clean, avec des guillemets. Alors tout le monde ne l'a pas compris, mais c'est une réappropriation en fait du terme clean, parce que c'est un terme que je déteste. Et pour moi, la réappropriation, c'est comme des gays qui se traitent de pédés, ou les noirs qui se traitent de négros, ou les arabes qui se traitent de bougnoules. Voilà, on réapproprie la violence de nos oppresseurs, pas pour la banaliser, hein, mais voilà, pour se protéger et pour se préserver. Voilà. Et du coup, voilà, j'avais mis clean et Séropos à l'avant, et Séropos est fier à l'arrière de mon t-shirt. Et c'était marrant. Bon, sur le coup, quand j'ai pris le métro à Arts et Métiers pour aller à Concorde, je crois, j'étais avec mon mec et un pote, mais j'étais pas hyper à l'aise. Je sentais des regards et tout. Mais bon, c'était une expérience en fait aussi. Et j'ai eu que des retours positifs, des gens qui me prenaient en photo, des gens qui venaient me voir, une fille hétéro qui vient me voir en me disant qu'elle trouve ça génial, que son frère est séropos, etc. Et voilà. Alors, ça peut paraître surprenant. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas compris cette démarche et j'ai quelqu'un sur Twitter qui m'a dit mais je comprends pas. Il n'y a pas à être fier d'être séropos. Enfin, c'est une maladie. Je vois pas où est la fierté. Et c'est cette personne en fait, je lui ai répondu de façon pas du tout agressive, hein, en lui expliquant. Pour moi, j'ai pas honte en fait. Et comme je sais pas trop quel terme utiliser, mais le contraire de la honte, c'est la fierté. Du coup, vu que j'ai pas honte, je suis fier. Voilà. Et c'est ma façon aussi à moi de me réapproprier tout ça et de digérer le truc et de le transformer en quelque chose de positif et de revendicatif. Voilà. Alors voilà, peut-être que je suis un peu radical, hein, avec les années. Je me rends compte que je suis dans un milieu très militant,
parfois radicales entre guillemets, et ça peut peut-être choquer, ça peut peut-être déranger, mais au moins voilà, ça fait réfléchir les gens. Et les retours que j'ai sont plutôt, on va dire, à 90% positifs. J'ai quelques trolls qui viennent me chercher sur Twitter, qui m'envoient des propos assez ignobles. Mais bon, je bloque direct et je me dis que c'est des gens assez tristes et malheureux dans leur vie. Hein. Mais à côté de ça, j'ai tellement de messages positifs. Le nombre de personnes qui m'envoient des messages privés pour me dire bah, moi je suis séropo, personne ne le sait, ça fait du bien, continue, merci. Bah voilà, en fait, ça me donne envie de continuer. Voilà. Alors peut-être que je prends des risques et que je m'expose trop, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je veux dire, tous les gens que j'aime me connaissent, savent que je suis bien dans ma peau, bien dans mes baskets. Voilà, je suis séropo, je suis gay. Bon, effectivement, ça concerne pas tout le monde, mais si ça peut aider des gens dans leur parcours de vie, ben voilà, je le fais. Je le fais et puis je continuerai à le faire. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles sur iTunes, un pouce bleu sur YouTube et des commentaires un peu partout. Vous pouvez suivre Garçon sur les réseaux sociaux, @garçonpodcast, et m'écrire à l'adresse suivante, antoine@garçonpodcast.fr. Et si vous souhaitez soutenir ce projet, je vous invite à jeter un coup d'œil à la description de cet épisode ou sur le site garçonpodcast.fr. Merci d'avoir écouté et à très vite avec de nouvelles histoires de garçons.